Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. On poursuit cette série avec la classe ninja. Souvent je fais des boutades en disant 18 attaques pour un coup nul, on n'est pas très loin de la réalité, mais dans les faits c'est vraiment cette philosophie-là. C'est-à-dire avoir une chaîne avec le plus de maillons possible, en particulier des maillons draconiques, on va définir ce que c'est, mais aussi il y a une autre mécanique, la mécanique combo qui prend en compte le maillon précédent. Les montants en soi de chaque attaque ne sont pas très importants, 1, 2, 3 dégâts. Mais c'est cette accumulation de dégâts qui pousse l'adversaire à devoir bloquer. Donc vous allez grignoter ses points de vie, puisque l'adversaire qui doit bloquer un dégât ou 3 dégâts, il va quand même dépenser une carte. Les ninjas sont là pour vous grignoter des points de vie. C'est-à-dire que l'agressivité réside dans le fait qu'il y a une courbe de mana de ressources qui est extrêmement basse, et la répétition de toutes ces attaques à 1, 2, 3 dégâts sur un même tour, en fait, vous propose des montants classiques qu'on peut retrouver chez les autres personnages, mais ils sont répartis sur 3, 4 ou 5 cartes. Allez, Benji ouvre la série et fend l'air. Benji, on l'avait déjà vu dans ma série de vidéos que j'avais commencé personnage par personnage sous une forme différente de l'actuelle. Donc si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous invite à aller la regarder. Les attaques actions, les cartes attaque action avec 2 ou moins de dégâts ne peuvent pas être défendues par une carte de la main. La première fois qu'une carte action attaque que vous contrôlez touche, la prochaine attaque gagne plus 1 dégât. 4 d'intel, 17 points de vie. Commençons par l'équipement avec une pièce qui risque de vous surprendre. Ce casque est très original puisque son effet nous propose, donc moyennant le fait de le détruire et de payer une ressource en instantané, la prochaine carte action attaque que l'on joue gagne le nom d'une carte que nous avons donnée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans le deck, on va rajouter cette carte-là qui permet de détruire une certaine carte, en l'occurrence ici Crazy Brew, et en fait, le Crazy Brew, on la joue pas. Donc ça permet de pouvoir détruire une carte que l'on vient de nommer grâce au casque sans justement devoir payer le coût de Life of the Party puisque c'est le but de la carte. Le cas échéant, on choisit différents modes. Donc c'est pour ça qu'on l'a intégré. De manière plus simple, ça permet de nommer une carte et de la jouer alors qu'on ne la possède pas dans notre deck. Le reste du set d'équipement, c'est un grand classique dont on va énormément se servir et c'est une excellente nouvelle qui soit rééditée dans le deck de faille, puisque les bots ont eu un coût absolument incroyable, puisqu'on est passé carrément ici à 10 € pour simplement ces bots là. Donc vraiment, le fait qu'elles soient rééditées, c'est trop bien, puisque je rappelle que une des volontés de l'éditeur, c'est que le jeu soit abordable. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que depuis que les listes sont disponibles, c'était à la fin du mois de janvier, on voit que la carte est passée de 15 € à 10 €, ça fait donc à peu près 30% de réduction, de diminution, juste en l'espace d'une petite semaine. Voilà, ça s'était emballé, 27 €, ça c'était vraiment beaucoup trop emballé. Outre cette réédition, ce personnage profite allègrement de la nouvelle pièce qui fait saliver absolument toutes les personnes qui jouent ninja, puisque en détruisant cette pièce, vous gagnez une ressource. Activez ceci que si vous avez touché 2 fois ou plus, ça met vraiment une très très forte pression sur l'adversaire, puisque à chaque hit qui passe, en fait on se rapproche toujours de ce gain en ressources et gain qui pourrait justement permettre de faire repartir et continuer encore à dérouler ces 3000 Go-Again. La sortie de la nouvelle extension s'accompagne de l'apparition de cette nouvelle carte, extrêmement intéressante grâce à sa polyvalence, puisque elle cible donc les dégâts d'arcane, c'est pour ça qu'on la joue en sideboard, mais on peut choisir soit Arcane Barrière, soit Spell Void, ce qui fait que en fin de partie, si on est un petit peu à court de ressources, tac, on utilise plutôt le Spell Void pour s'en débarrasser, ou pour éviter bien sûr de prendre un dégât à un moment crucial. On a dit que ces 3 cartes-là tournaient autour de la mécanique de Crouching Tiger, donc on va voir ce que c'est. Le bien nommé Tigre accroupi en français, c'est une carte qui est un éphémère, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas commencer dans votre deck, et si elle doit être mise dans le cimetière, elle est détruite. Autrement dit, c'est une sorte de token, mais un token qui a quand même des propriétés, c'est que c'est une ninja action attaque, elle a donc un coût, ici en ressources, et une valeur d'attaque. Comme la valeur est nulle, même si elle go again, en fait on va présumer qu'on va la buffer. Comment va-t-on faire pour buffer ça? Tout simplement avec les brassards. Le prochain tigre accroupi que vous jouez gagne plus 2. C'est pas la seule carte, mais d'autres proposent également de venir
soit les cibler en les buffant directement, soit de buffer les prochaines attaques. Hop, j'arrive ici. Soit de buffer les prochaines attaques, par exemple. Les Kodachi qui, alors en CC notamment, si vous jouez Gravy Bones, vont vous faire faire des cauchemars, puisque c'est une ressource. Si vous pitchez une carte qui a un coup nul, go again. Donc en gros, c'est toujours go again. Un go again, ben en fait, ça tue un allié. Ou alors, ça permet de faire un dégât et de grignoter. Surtout que on va pouvoir avoir cette carte qui bénéficie du fait qu'on est hit avec un Kodachi, puisque je rappelle que lorsque l'adversaire doit défendre une attaque à un dégât, et bien en fait on y réfléchit à deux fois, parce que comme on sait que Benji, nous, on a 18 cartes à jouer, bloquer la première, c'est toujours un petit peu embêtant. Souvent, l'adversaire est au courant, donc il va bloquer la première. Mais c'est pas grave, vous avez un deuxième Kodachi. Donc après voilà, ça dépend un petit peu de ce que vous allez faire. Et outre cet aspect, si vous avez hit avec une dague, et bien vous avez +1 et go again. On a ça aussi qui peut venir cibler soit des dagues en attaque-réaction, soit des attaques-action avec un coût de 1 ou moins. Toutes les attaques coûtent 1 ou moins. La seule qui a un coût supplémentaire, c'est celle-ci. Si on l'a incluse, c'est pour, si on l'a mise dans le deck, c'est pour justement, au cas où on a une main un petit peu faible, pouvoir quand même proposer des dégâts et combler le trou, combler l'écart en termes de points de vie. Et celle-ci, voilà, qui est un petit peu plus cher, avec à chaque fois des one-shot entre guillemets, mais c'est pas grave puisque en général avant on aura eu des cartes avec un go again. En général on va s'en servir du coup comme finisher. Celle-ci aussi extrêmement importante. Alors, en plus de se combiner avec les dagues, on a des cartes qui portent la mécanique combo. On a ça, celle-là ou celle-là qu'on va voir IRL. Combo, c'est le fait de s'intéresser à la carte précédente et selon la carte qui est juste avant celle-ci dans la chaîne, ça donne un petit effet. Celle-ci, c'est si coup visage, en anglais c'est head jab, était la dernière carte de cette chaîne, alors retournement soudain a un effet. Je vous rappelle la règle, une carte qui attaque plus toutes les cartes qui défendent plus toutes les réactions, ça constitue un maillon. Donc on met head jab, qui a go again bien sûr, pour un coup nul, donc on met head jab, l'adversaire défend, ou pas, peu importe. Donc ça constitue un premier maillon. On passe ensuite aux réactions, nous on va pas jouer de réaction dessus, on passe à ça. Si coup visage était la dernière carte de cette maillon de chaîne, à ce moment-là, l'effet de combo se trigger. Et ça, c'est pas la seule carte, à chaque fois on va voir qu'il y a des petits effets sur la notion de combo en fonction de la carte qu'il y a avant. Tout à l'heure, j'ai dit que cette carte servait majoritairement à nommer une carte que l'on ne joue pas, mais si on est vraiment sur un combo fondamental ou qu'on souhaite vraiment enfoncer le clou, on peut se servir de cette carte-là pour pouvoir justement trigger une carte combo par exemple. La première fois qu'une carte action d'attaque que vous contrôlez touche, vous pouvez vous défausser une carte de coup nul. Là, vous allez voir que bien sûr dans le deck, les 99% ont un coup nul. Si vous le faites, vous cherchez dans votre deck une carte combo qu'on a vu, mécanique qu'on a vu juste avant, vous la bannissez face visible, vous mélangez votre deck et vous pouvez la jouer ce tour-ci. Donc concrètement, ça revient à tutor une carte, ça veut dire aller chercher la carte qui vous intéresse et ensuite, bien sûr, remélanger. Le cœur du deck est composé de cet arc-en-ciel de cartes qui combo avec la carte attaque déferlante. Donc je rappelle combo, c'est on regarde la dernière carte de la chaîne. Attaque déferlante, c'est celle-ci. Donc il suffit de commencer par attaque déferlante, puis enchaîner avec celle-ci. Donc même si bien sûr elle tape fort, elle a quand même un coût plutôt élevé en ressources. Par contre, la nouvelle carte, quand elle attaque, permet de choisir une carte sur la chaîne de combat et cette carte prend le nom de l'autre. Ça veut donc dire que pour la condition de combo, c'est juste parfait. Vous commencez par ça, donc vous payez une fois le coup, vous enchaînez avec ce qu'on a vu, puis vous mettez ça pour prendre le nom de l'attaque déferlante, la Surging Strike, pour pouvoir enchaîner éventuellement avec un deuxième Ghost Wave. Puisque je rappelle que le Ghost Wave, alors,
je l'ai pas reprécisé. Non seulement il a +1 go again et on hit, vous piochez. Quand c'est là, alors ici ça va être la deuxième, mais quand on arrive à, donc là c'est troisième, et quand on arrive à la quatrième attaque avec ça, ou en plus à chaque fois on pioche, hein, donc ça veut dire que potentiellement on pouvait continuer derrière, hein, puisque il y a go again. Mais en fait, en général, vous allez pouvoir toucher quand elle arrive comme ça en fin de chaîne. Ce qui fait que ça booste énormément justement cette notion de combo avec le fait de prendre le nom de la carte avant. Outre cet aspect fort appréciable, on voit que la carte a un coût nul. Ça veut donc dire que Katsu, pour utiliser sa capacité, on va pouvoir la bannir pour tutor. Autrement dit, cette carte, elle a 2 emplois, soit pour la bannir et aller chercher une carte avec combo, soit au sein d'un enchaînement de cartes, pouvoir transformer 2 fois une carte avec le terme que l'on veut pour pouvoir enchaîner 2 fois le combo. On va faire 2 petits cas de figure pour montrer l'intérêt et les 2 façons d'utiliser cette nouvelle carte. Quand je parle de nouvelle carte, je parle bien sûr de la carte ici que j'ai représentée en noir, et on va dire qu'elle est rouge. On a donc attaque déferlante, une rouge, une bleue, une rouge en rafale dévorante, et la rouge ici, la nouvelle. Donc on commence par attaque déferlante que je viens payer avec ça. Donc il me reste une ressource, on arrive donc pour 4 go again. Ensuite, comme la carte d'avant c'est bien sûr attaque déferlante, on peut mettre celle-ci qui gagne +1 go again. On va dire qu'on touche. Donc puisqu'on touche, on pioche. Ça c'est l'effet de rafale dévorante. Et super nouvelle, je tombe encore sur une rafale dévorante. Du coup, ce go again, j'utilise pour jouer cette carte avec un coût nul. Et au moment où je la joue, je vais dire que c'est une attaque déferlante, qu'elle prend le nom attaque déferlante. Elle garde toujours ses capacités. Alors, je nous les remets ici. Elle garde toujours ses capacités, hein, donc c'est une 3 go again qui a un coût nul. Elle prend le nom, donc ici je lui donne le nom de attaque déferlante. Elle a bien sûr go again, et donc je viens de terminer avec ça puisque c'était une attaque déferlante juste avant. Autre cas de figure, on a 2 fois attaque déferlante, la nouvelle en rouge et la bleue rafale dévorante. On voit qu'attaque déferlante, elle coûte 2 ressources à jouer. Donc là, si on paye attaque déferlante avec rafale dévorante, mais en fait on va pas pouvoir générer l'effet de l'attaque déferlante et profiter d'avoir joué cette carte. Donc ce qu'on peut faire, c'est donc de jouer attaque déferlante, on paye avec ça. Ensuite on joue la nouvelle carte. Je rappelle que tape quand même à 3, hein. Donc là on propose 5 et 3, 8. On propose 8 dégâts. On dit que c'est attaque déferlante. Et là, derrière, on peut venir rafale dévorante, puisque attaque déferlante, c'est bien la dernière. Dernier cas de figure, on n'a pas de carte qui se combine avec attaque déferlante. Donc, on va venir jouer la première rouge, qu'on paye avec ça. Et là, il nous reste la fameuse carte qui prend le nom. Si on la met ici, alors on pourrait très bien voir le nom d'attaque déferlante, mais en gros, ça sert à rien. On présume qu'on touche. Donc si on a touché ici, c'est une action d'attaque, on va pouvoir utiliser l'effet de Katsu. Donc on se défausse de la nouvelle carte qui a un coût nul, donc je la mets ici. Je cherche dans mon deck une carte avec combo. Donc au hasard, je vais prendre celle-ci. Je la bannis face en l'air. Je mélange le deck, hein, voilà. Et je peux la jouer ce tour-ci. Donc là, j'ai le go again, et donc bien sûr, je viens là pour rafale dévorante, ce qui fait qu'elle vient pour 4 go again. Et surtout, on hit, ben, je pioche. Donc ça veut dire que si là, elle hit, ben, je pioche et après je vois ce que je peux en faire. Pour faciliter l'accès à ces combos, le mot-clé combo, on a cette carte-là qui permet de choisir, moyennant le fait de payer une ressource, soit Edge Up, soit Surging Strike, soit Twin Sisters, ce qui va vraiment nous aider à fluidifier le jeu. Dernière nouveauté, très bonne nouvelle, une bleue, donc elle va pouvoir nous aider notamment à payer le coût des Surging Strikes. En outre, quand le maillon de chaîne se résout, je rappelle que un maillon c'est une attaque plus toutes tes défenses, plus toutes tes attaques réaction ou défense réaction. S'il y a une carte qui défend
celle-ci, vous piochez. On se dit, en fait, elle a une attaque de montant nul. Par contre, celle-ci donne +1 à la prochaine attaque. On a ici les nouveaux brassards qui donnent +1 à la carte action. Celle-ci, c'est bien sûr une carte action. Ce qui fait que là, l'adversaire se dit, c'est bon, tac, attaque réaction, je paye une ressource et d'un coup, vous passez en hit. Ce qui fait que l'adversaire, par exemple, soit vous touchez, du coup ça vous permet de hit, donc lui va se dire je vais peut-être mettre une défense réaction pour éviter de me prendre ce point, etc. Ou alors au contraire, il a déjà défendu. Donc voilà, il y a tout un mind game aussi avec cette carte là. Magnifique transition, pas du tout préparée, bien sûr, pour pouvoir vous parler de ces nouveaux poignets qui permettent justement l'attaque réaction, payer une ressource et l'attaque action gagne +1. Bien sûr, si elle n'a pas touché, vous le détruisez. Ce qui est fou, c'est que ça ne se détruit que si vous ne touchez pas. C'est-à-dire que potentiellement, vous avez toujours un +1 en réaction qui viendrait justement servir pour toucher. Soit pour faire passer une attaque, par exemple l'adversaire bloque pile poil, tac, vous mettez ça en réaction, et ça permet d'avoir le hit et de la conserver. Attention à les Blade Break, c'est-à-dire que n'allez pas me défendre ça T1, puisque du coup, après, c'est complètement détruit. Donc on peut le faire qu'une fois, puisqu'il y a la mécanique d'engagement, de tape, donc on peut le faire bien sûr qu'une fois dans le tour, mais je trouve que c'est vraiment une épée de Damoclès incroyable, puisque ce qui est très embêtant, c'est justement les hits. Dernière pièce, comme si on n'avait absolument pas assez de Go Again, on va pouvoir créer un token agilité qui donne un Go Again en se détruisant au début du tour, si et seulement si on a touché 2 fois ou plus. Je rappelle que c'est un instantané, c'est-à-dire que ça peut se faire à n'importe quel moment de la phase d'action. Battle Worn, donc ça c'est impeccable aussi, parce que vous pouvez vous en servir pour défendre une première fois et garder en fait l'instantané, la création du token agilité pour plus tard. On en a déjà parlé dans la vidéo lorsqu'on a découvert la liste du deck préconstruit. Je ferai justement une vidéo de gameplay lorsqu'on aura ces decks en version papier. Donc là, je vais vraiment juste en parler 15 secondes. Ça joue autour de la mécanique des Phoenix Flame. En gros, c'est joué depuis le cimetière, ramené dans la main grâce à l'effet de faille. Vous avez des buffs, par exemple celle-ci. On peut discard un Phoenix Flame, on draw et on gagne +2, etc. En plus de ninja, il a le mot-clé draconique, comme Syndra dont on parlera un tout petit peu plus longuement, mais en gros c'est à peu près la même limonade. L'idée c'est que les maillons draconiques donnent des effets à certaines cartes. Celle-ci, son contrôle 2 ou plus draconique, elle a On Again, et quand elle attaque, vous créez un Felty token. Donc le but ça va toujours être de faire des longues chaînes, et idéalement de les transformer en draconique, plus la couche de cette histoire de phénix, de les faire revenir ou partir, etc. Poursuivons avec Syndraconic. À chaque fois que vous jouez... c'est tard. À chaque fois que vous jouez, que vous touchez un héros condamné, souvenez-vous, on avait déjà vu avec les Arachnis, vous créez un jeton fidélité. Jeton fidélité, il va vous permettre de faire en sorte que votre prochaine carte que vous jouez, donc c'est bien carte que vous jouez, soit draconique. Et ça va nous donner des effets. Au début de votre phase de fin, si vous n'avez pas créé de Felty token ou joué une carte draconique, vous le détruisez. Bon. Instantané, une fois par tour. Moyennant 3 ressources, vous équipez jusqu'à 2 dagues draconiques de votre cimetière. Donc ça va être ça, les kunai. Chaque maillon de chaîne que l'on contrôle draconique propose une ristourne de 1 ressource pour pouvoir justement caster l'instantané et faire revenir du cimetière les kunai. L'enjeu principal, c'est donc bien évidemment la gestion de cet aspect draconique, d'avoir des maillons qui sont draconiques pour pouvoir justement faire revenir vos kunai gratuitement. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir que ça se fait très facilement. Syndra, on va la jouer avec ces poignées-là. Je reviens pas dessus, souvenez-vous qu'en réaction, moyennant 1 ressource, ça donne un +1. Attention, ça cible les ninjas attaque action. Et il faut que ça touche, sinon vous le détruisez. On a un nouveau masque, cette fois-ci en attaque réaction, vous le détruisez. Et quand une dague
touche, vous pouvez mettre une carte de votre main en dessous du deck et vous piochez, donc ça permet de recycler votre main. Attention, c'est qu'une fois, hein, puisque une fois que c'est réalisé, c'est détruit. On est allé très vite pour une bonne raison avec Faille, donc on va se rattraper un petit peu avec Syndra et commencer par les draconiques dont on ne va pas se servir. Phoenix Flame, bon, ça a été réimprimé, bien sûr on ne joue pas ça. Même chose ici, ça a un lien avec les Phoenix Flame, cela ne nous concerne pas, même limonade ici, et pareil en fait pour les suivantes, hein, bien sûr. Alors Draconic Action, attaque. Vous cherchez une carte, enfin plus un pour chaque carte avec Phoenix Bannerman, donc c'est ça. On ne les joue pas, ça ne nous intéresse pas, celle-là on va la prendre, celle-là elle est majestique, celle-là elle est chest, ça c'est une majestique, ça c'est warrior. Ça c'est illusionniste, et donc il nous en reste deux sur lesquels je suis passé que l'on va détailler. Pardon bien sûr, hein, j'étais encore dans le deck de Faille. Celle-ci parle des Phoenix Flame dont on ne se sert pas avec Syndra, donc cette carte on la met de côté. Donc finalement il va bien nous rester qu'une seule carte à utiliser avec Syndra, ça sera bien celle-ci. Celle-ci apparaît comme une évidence puisqu'elle va apporter des bonus en fonction du nombre de maillons draconiques que l'on contrôle. Quand elle attaque, si l'on contrôle 2 ou plus, elle a Go Again. 3 ou plus, toutes les prochaines attaques sont draconiques. Absolument pété. Et 4 ou plus, celui-ci a plus 2. Cette carte-là a plus 2. Si j'ai dit que c'était facile d'avoir les maillons draconiques, parce qu'il ne faut pas oublier que vos kunai comptent comme créant un maillon draconique, puisque eux-mêmes sont draconiques. Autrement dit, à chaque fois que vous attaquez avec eux, et bien en fait ça génère un maillon draconique. Donc voici comment on va procéder. Premier petit exemple avec cette main. Cette carte là, quand on la voit arriver, elle est absolument démoniaque. Elle est légendaire, donc on peut en avoir qu'une dans le deck et coûte une ressource de moins pour chaque maillon draconique que vous contrôlez dans cette chaîne. De plus, quand elle attaque, les dagues que vous contrôlez ont plus un dégât et coûte 1 de moins à activer, une ressource de moins. Ça tombe bien, elle coûte une ressource. Ce qui fait que vos dagues vont pouvoir être jouées avec un bonus de plus 1 de manière gratuite. Donc le but, ça va être de venir construire 3 maillons draconiques avant de pouvoir jouer celle-ci gratuitement, qui va donner la possibilité d'avoir les kunai derrière. Donc pour pouvoir avoir draconique, on voit que la seule qui n'a pas draconique en bas, alors celle-là, là, draconique, c'est celle-ci. Cependant, elle donne à la prochaine attaque le mot-clé draconique. Donc ça tombe très bien. Donc on va commencer par celle-ci, qui va donner draconique à elle. Et elle est draconique et va avoir Go Again, puisqu'on a bien sûr joué une rouge. Donc si on déroule, on a ça. Donc tout est gratuit, hein, en termes de ressources. Donc on a ça, Go Again. Ça, Go Again. Ça, bon, on a le bonus plus 1 de celle-ci, mais bon, là, c'est pas le but. Donc, on voit qu'on contrôle 1, 2, 3 maillons draconiques. Donc, celle-ci qui a un coût normalement de 3 vient pour 0. Bien sûr, il y a le Go Again. Quand elle attaque, les dagues qu'on contrôle ont plus 1 et coûtent une ressource en moins. Donc, on va pouvoir faire ça à plus 2, ça à plus 2. La chaîne se ferme. Donc, on est ici. Et en fait, là, on n'a plus de cartes en main. Donc, il y a aucun moyen de faire revenir les kunai puisque ici c'est instantané une fois par tour. Cette capacité coûte de moins pour activer chaque maillon de chaîne draconique que vous contrôlez. Là on contrôle plus rien, donc on peut pas les faire revenir. C'est pas grave puisqu'on a fait un tour à 70 dégâts en payant aucune ressource. On va prendre le cas où on veut faire 2 tours, c'est-à-dire une première salve avec les kunai et ensuite enchaîner avec les cartes de notre main. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut compter un petit peu en amont. Chaque kunai coûte une ressource, ça veut dire que si on veut les faire attaquer, du coup casser, ils vont arriver dans le cimetière, et si on veut les faire revenir, il faut avoir construit 3 maillons draconiques. Dans tous les cas, il faut payer au minimum 2 ressources, puisque pour attaquer, il faut une ressource. Voyons ce que ça donne. On va prendre cette bleue. Donc on sait qu'elle va nous apporter la ressource nécessaire. Toutes les autres coûtent 0, donc on sait qu'en ressources on est bon. Est-ce qu'on va avoir 3 maillons draconiques? Celle-ci donne draconique à l'attaque suivante. Celle-ci est draconique, donc c'est bon. Celle-ci n'est pas draconique, mais c'est pas grave, puisque
Si on la joue juste après, ça la transforme en draconique. Et là, la ressource, on l'a. On pourra même se permettre un petit extra. Donc on commence, premier tour, on arrive ici, donc on pitch 2. Donc là, go again. Deuxième, go again. Quand la chaîne de combat se termine, donc là, je décide de casser la chaîne. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de mettre des petites attaques? Typiquement, ça va servir à épuiser, par exemple, les armures adverses. Ça peut servir aussi à grignoter, parce que n'oubliez pas que Syndra, son but, ça va être de vraiment harceler en permanence, à chaque tour, proposer un maximum de dégâts. Et finalement, proposer un dégât, ben, ça embête, enfin 2 fois 1, ça embête plus que 1 fois 2. Parce que 1 fois 2, on met une carte. Là, pour défendre, il faut mettre 2 cartes, ou mettre de l'équipement, mais du coup, ça sert plus ensuite, etc. Bon. Du coup, on casse la chaîne, on se met ici. J'ai toujours la ressource là. Je mets celle-ci gratuitement, j'ai Go Again, je mets celle-ci qui devient draconique, j'envoie la troisième qui a Go Again, puisqu'on a déjà joué une autre carte rouge, en instantané, je contrôle 1, 2, 3 maillons draconiques, donc je fais revenir les dagues, et par exemple je peux utiliser mon dernier point de ressource pour faire ici encore une dernière attaque qui a dans tous les cas un go again. Bon, après on a plus de quoi pouvoir jouer, sauf si on utilise par exemple le torse. Voilà, si vous avez attaqué avec un Crouching Tiger, pour ça il eût fallu détruire ça, enfin bon bref, voilà, c'était vraiment un exemple hypothétique pour vous montrer comment est-ce que ça se séquence. Franchement, vu que la plupart des cartes vous demandent d'avoir 2 maillon draconique, en général, du coup, on fait 1, 2, alors on le paye ici, hein. Donc on fait 1, 2, tac, ça c'est terminé, et ensuite on vient essayer de reconstruire, donc idéalement 3 maillons draconiques, idéalement, mais si ici on a eu la chance d'avoir une bleue, par exemple, avec juste 2 draconiques, on a de quoi payer, pour les faire revenir, parce que ça fait une ristourne de 2, ça coûte 1, on les fait revenir. Après, les faire revenir à tout prix, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire. Là, vous avez vu, par exemple, il y a des cas particuliers où on peut attaquer avec une, du coup en casser une, garder l'autre. Donc voilà, vraiment, ça dépend de ce que vous avez en main. Je pense que cette histoire de mettre, casser, revenir, je pense que c'est beaucoup plus dur à expliquer et à essayer de vous faire comprendre plutôt que de le jouer. Quand vous allez prendre le deck, vous allez faire un tour et après vous allez vraiment le sentir, parce qu'il y a plein de choses qui permettent de générer des draconiques. Vous allez voir que si vous avez une main avec pas mal de bleus, est-ce que vous avez plutôt intérêt à en envoyer plein et faire revenir, ou au contraire à booster? Ça dépend aussi de l'adversaire. Où est-ce que vous en êtes dans la partie? Est-ce qu'il bloque fort? Voilà. Il y a plein de choses. Il y a aussi l'équipement qui a un gros rôle pour venir soutenir avec justement cette histoire, alors pas vraiment les draconiques, mais de pouvoir avoir du tempo nécessaire. Le tempo nécessaire pour pouvoir agresser, donc est-ce que ça vaut la peine d'utiliser les kunai, etc. Bon, je pense que à nouveau, c'est vraiment beaucoup plus compliqué à expliquer et à montrer qu'à ressentir lorsque vous allez avoir les cartes en main. Surtout que vraiment ça se fait de manière assez intuitive. Pour résumer, je pense que vraiment les 2 règles à avoir en tête, c'est un maillon égale une carte qui attaque plus la carte ou les cartes qui défendent plus toutes les réactions, et on change. La carte, tant que la chaîne est ouverte, vous êtes considéré comme ayant X maillons. Quand la chaîne se termine et quand vous décidez de clore la chaîne, en fait ça c'est parti dans le cimetière. Mais si vous avez terminé par celle-ci, ou une attaque qui a go again, après vous pouvez continuer, hein. Donc si jamais vous avez la ressource pour pouvoir payer, vous pouvez très bien les faire revenir et réenchaîner comme on a vu. Ou alors au contraire, si vous voulez vraiment tout mettre et terminer avec un seul kunai, vous pouvez laisser un seul kunai. Si vous voulez revenir les 2 ou en garder aucun, voilà, je pense que vraiment ça dépend de beaucoup de situations, et en tout cas ça se fait de manière plutôt limpide. Je vous propose une version de Ira aggro avec double Kodachi,
mais on peut aussi la jouer, donc ça dépend de ce que vous préférez. On peut aussi la jouer plus mid-range, donc ça c'est la version qui est présentée dans l'Armory Deck, mais nous on va aller très vite, très fort. Ira, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un deck qui est très lisible. Syndra, qu'on a vu juste avant, pareil, plus compliqué, histoire de draconique, etc. Mais vraiment en pratique, c'est limpide également. Ira, pas de fioriture, votre deuxième attaque, chaque tour gagne +1. Kodachi, c'est une dague, une main qu'on va porter donc en 2 exemplaires, une fois par tour. Moyennant le fait de payer une ressource, vous attaquez. Et s'il y a une carte avec un coût nul qui a été pitché pour générer la ressource, et bien le Kodachi a Go Again. Ira, la deuxième attaque, à +1. Donc instinctivement, ce qu'on va faire, alors là je mets au hasard, donc on va utiliser ça, on pitch, je rappelle que on met la carte, on peut pas pitcher pour rien, on met la carte et ensuite on pitch. Du coup, on a Go Again ici, et la deuxième attaque, on va mettre celle-là. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle a une valeur de 4, +1 ici ça fait 5, et un effet de on hit. Ce qui fait que vous proposez ici une attaque, en général l'adversaire sait que votre deuxième est buffé, donc vous allez en général mettre une grosse attaque en deuxième. Donc très souvent la première passe, elle n'est pas défendue, pas bloquée, ce qui fait que c'est comme ça que vous allez petit à petit grignoter. Donc vraiment vous allez essouffler votre adversaire, le harceler d'attaque à 1, à 2, pour pouvoir justement grignoter comme ça les points de vie. On va utiliser la nouvelle carte, on en a déjà parlé donc je ne reviens pas dessus. Ira, elle joue autour de cartes qui ont une petite spécificité qui sont vraiment intéressantes. Celle-ci elle est chouette puisque du coup vous êtes forcé de pitcher pour le Kodachi un coup nul pour qu'il ait Go Again, donc vous allez avoir la ressource pour pouvoir payer cette carte là qui vient donc à 5 si c'est la deuxième, et en plus si ça touche vous buffez votre attaque suivante. Très intéressant pour ce deck là. Quand elle touche et si c'est le deuxième plus maillon à toucher d'affilée, vous piochez 2 cartes. Ça c'est vraiment un outil de disruption ultime parce que l'adversaire ne veut pas en fait que vous puissiez toucher 2 fois d'affilée. Parce que si jamais vous avez ça, et bien en fait l'adversaire va devoir bloquer. Très intéressante mécanique. Énorme finisher, +1 pour chaque attaque qui a touché dans la chaîne, donc énorme finisher. Celle-ci est chouette aussi, embuscade, on voit rarement ce mot-clé. Même si c'est dans l'arsenal, on peut bloquer avec, malgré que ce soit une bloc. Je rappelle que dans l'arsenal, on peut bloquer que si c'est une DR. Quand elle défend, vous créez un Crouching Tiger dans votre zone de bannissement et vous pouvez le jouer au prochain tour. Donc ça, c'est toujours bien pour se rajouter un petit peu de vitesse. On a, je pense, abordé on a déjà vu au moins une fois toutes les cartes qui sont ici. Celle-là tout à l'heure, mais c'est pas grave puisque on porte le même casque. Ça, on l'a déjà vu. Cette mécanique-là, je l'ai expliqué avec la carte IRL, on retrouve celle-là aussi. Celle-là, elle est chouette puisque ça récompense vraiment, même si elle a un coût, ça récompense vraiment le bonus. Alors, il n'y a pas de Go Again, mais justement, Yara, son but, c'est d'enchaîner, de fatiguer, pour pouvoir justement avoir les chaînes les plus longues possibles. Le snatch, toujours une valeur sûre, et vous voyez que quand même, on joue pas mal de cartes bleues, puisque ici, on n'est pas chez Syndra où tout est gratuit, on a quand même pas mal de cartes qui ont un coût, même si c'est 1. Ici 2 pour Humble, celle-là j'adore, on l'a déjà vu, j'adore. Mais en fait il va falloir justement avoir assez de ressources pour pouvoir payer le Kodachi, le premier en tout cas, et au deuxième arriver avec une attaque qui tape fort. Ou alors avoir assez de ressources pour pouvoir justement venir terminer. Typiquement avec ça à la fin quand l'adversaire en peut plus ou qu'il a décidé de pas bloquer ou qu'il a plus rien, et ben tac, vous arrivez avec un petit peu de disruption. Le torse, on s'en sert aussi, ça va dépendre. Moi j'ai mis lui. Voilà, ou lui, ça va dépendre un petit peu du match-up. Ça va dépendre si la personne en face bloque, du tempo que vous voulez donner, etc. Et surtout s'il y a besoin de l'AB. Puisque là, vous n'avez pas d'AB. Donc voilà. Vraiment quelque chose un deck très lisible, qui fatigue beaucoup. Et droit au but, on enchaîne, on empile. Et normalement, tout se passe bien.
Zen, alors j'ai une chanson de Stupéflip dans la tête depuis le début, sans foutre, dans le Zen. Alors c'est un personnage qui est très difficile à jouer, mais qui a une mécanique passionnante. C'est souvent un petit peu, entre guillemets, la récompense, hein, mais parfois ça récompense pas. Ici en instantané, une fois par tour, contre 3 ressources. Ressources bleues, hein, on a déjà vu ça avec Nu. Créez un tigre accroupi, toujours une limonade. Cherchez dans votre deck une carte avec combo. Donc là aussi vous avez un tutor. Vous la bannissez et puis vous mélangez votre deck. Vous pouvez la jouer ce tour-ci. Bon, il y a une chose pratico-pratique concernant la notion de tutor en fait à chaque tour. Hein, c'est que en fait j'ai un petit peu la flemme. À chaque fois devoir prendre le paquet, remélanger. Alors, moi qui aime beaucoup manipuler, sur le principe, c'est très intéressant. Par contre, dans les faits, ben voilà, tu es là, tu en mets un petit peu à côté, le deck est pas bien nickel, et puis du coup, ça veut dire aussi que tu peux pas pitch stacker. Et franchement, à 60 cartes, c'est dur, mais à 40, ça rend quand même les choses beaucoup plus commodes. Donc, en fait, tu peux pas pitch stacker, ce qui fait qu'à chaque tour, ben, tu remélanges. Et quelqu'un comme moi qui a très peu de chance sur les tirages, etc. J'ai de la chance par ailleurs dans ma vie perso, mais jamais au tirage. On verra d'ailleurs ce que ça donne sur les displays. Mais bref, donc en général, à chaque fois de reshuffle, du coup, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, qu'il n'y a rien qui s'améliore, et puis surtout, vraiment, de voir tout, à chaque fois tutor remélanger, voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je préfère faire mes muses avec mes piécettes, en or, du coup, qui sont là, plutôt, et voilà, et faire revenir les alliés, etc., plutôt que à chaque fois reshuffle. Là, c'est un point de vue perso, mais bref, je clôt cette parenthèse là concernant ce personnage là et cette longue introduction. On va maintenant revenir sur cette notion du coup de chi, de ki, ce que vous voulez. De toute façon, voilà, là il est très très tard, à l'heure à laquelle je tourne cette partie là, mais voilà, qui fait référence du coup à aussi la notion de transcender qu'on a déjà vu avec Nu. Dernier deck, j'ai gardé une petite nouveauté sur le coude pour les plus assidus, ou alors vous arrivez directement ici si vous avez utilisé le timecode, mais voilà. On va jouer sur la mécanique transcender. Transcender, on se souvient que il faut avoir joué une autre carte bleue, en plus de celle-ci, hein, sachant que les transcendées elles sont toutes bleues. Autre que celle-ci, vous pouvez transcender, c'est-à-dire la retourner. Eh bien, il y a une nouveauté qui arrive ici, Become the Cup, elle est en rainbow. Et vous la jouez et vous choisissez sa couleur. Autrement dit, vous pouvez la jouer au hasard en bleu pour pouvoir transcender. La mécanique transcender, j'ai fait une vidéo dessus à la demande d'un abonné. Je le remercie encore parce que c'était une idée brillante. Il y a seulement 8 cartes dans tout Flesh and Blood qui utilisent cette mécanique et seulement 3 héros. Donc voilà, c'était extrêmement intéressant de creuser un petit peu cet aspect. Le personnage qui est traité derrière c'est Nu, mais bon, si vous voulez connaître tous les détails de cette mécanique, je vous renvoie vers cette vidéo. Là, je vais être vraiment très très simple, surtout que j'ai déjà parlé quand on a vu Nu, et j'en reparlerai encore quand on fera Enigma, mais bon, à nouveau dans les grandes lignes. En gros, l'idée, c'est que ces cartes-là donc, sont toutes des bleus, qui ont tout un coup nul, qui sont toutes légendaires, donc un seul exemplaire. Elles ont un effet à chaque fois. Elles ont un effet quand on la joue. Bon, piocher, plus un, bref. Et l'idée, c'est que si vous avez joué une carte bleue avant la dite carte qui a transcendé, vous transcendez, c'est-à-dire que vous la retournez. Vous mettez cette carte dans votre main, donc c'est écrit ici, hein, vous mettez la carte dans la main, ce qui fait qu'elle vient se rajouter à votre main habituelle et vous vous en servez comme ressource. D'habitude, les ressources sont notées à la couleur rouge, là c'est noté à la couleur bleue, et ça vous permet de venir payer le coût du héros. Parce que je vous rappelle que avant de pouvoir réaliser ça, là, le shuffle et le tir accroupi et tout, il faut d'abord payer avec ça. Ce qui fait qu'il faut d'abord avoir transcendé pour pouvoir faire ça. Et c'est là où, justement, le nouvel ajout est formidable parce que ça va nous permettre de dérouler. Mea culpa, j'ai omis carrément le fait que Zen c'était un ninja mais qui était mystique, et il y a une nouvelle carte, Mystic Ninja. À chaque fois que vous jouez une carte action avec éphémère, vous choisissez un nom et elle a ce nom. Alors, éphémère, je vous rappelle que c'est ce qu'on retrouve sur les tigres.
Donc vous avez tout intérêt à générer des tigres et ça tombe extrêmement bien puisque c'est le but justement du héros, de pouvoir générer des tigres. L'architecture du deck est bâtie autour de plusieurs mécaniques qu'il va falloir gérer dans le bon ordre. Déjà, pour pouvoir générer des Crouching Tiger, il faut avoir la ressource. Pour avoir la ressource, il faut avoir transcendé. Pour transcender, il va falloir jouer des cartes bleues. Donc soit on a de la chance, on joue les cartes bleues, soit on peut transformer leur couleur grâce à ça. Et seulement là, vous pouvez jouer les Crouching Tiger. Les Crouching Tiger sont buffés par les autres attaques. Typiquement, les autres combos que vous allez justement tutor grâce à ça donnent des buffs avec sur les Crouching Tiger, concrètement autour. Ici, ça donne un go again. Si c'était le dernier, vous créez à nouveau un Crouching Tiger. Là aussi, attaque, ça a plus 4, etc. Là, vous avez pas mal de bonus sur les tigres. On va utiliser l'autre nouveauté, puisque on retrouve ici à nouveau les 100 vents, qui a des bonus en fonction du nombre de cartes ayant ce nom-là. Celle-ci est vraiment dingue. Elle est vraiment dingue, parce qu'on la joue gratuitement. Si on discarde une carte, donc bien sûr grâce au masque, on va l'appeler, la nommer. Si vous le faites, vous choisissez tous les modes, sinon un au hasard. Pourquoi ne pas tous les choisir? On hit, vous gagnez 2 PV, elle a plus de go again. Donc en gros, ça fait une 6 go again gratuite. On hit, vous gagnez 2 PV. Pour un coup nul. Tout est dit. Sachant que en plus, vous pouvez la buffer si elle arrive après ça. Bon, après le reste s'intéresse au Crouching Tiger où ça s'auto-buff. Du coup, ça c'est le next Crouching Tiger. Et par exemple, tac tac tac. Non, ça a plus 1. Bon, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Dernière subtilité, l'arme qui tourne aussi autour de la mécanique du Crouching Tiger, puisque quand elle attaque, le prochain tigre que vous jouez gagne plus 1. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les ninjas. Dans le lot, il y en a 2 qui tirent un petit peu leur épingle du jeu, c'est Faille et Ira. Faille, il tape extrêmement fort, il défend bien aussi, il a des tours très explosifs. Et Ira, c'est vraiment un personnage d'une stabilité redoutable qui va toujours atteindre son objectif, c'est-à-dire de grignoter de manière indubitable. On se retrouve très vite pour parler des guerrières et des guerriers. D'ici là, régalez-vous bien.